Bonsoir, si vous aimez la musique celtique, préparez l'ambroisie, car à partir d'1h10, vous avez rendez-vous avec Taratata, mais pour l'heure, c'est votre voix que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1. Justin et Asiba attendent vos appels au 39 21 avec la complicité de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Non, Vivian, rassure-toi, je ne me suis pas trompée dans ton prénom. Je t'ai pas appelé Maurice ou Gilbert, ça peut pas arriver tous les soirs quand même. Vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Allez, c'est parti pour un petit peu plus de 2 heures de direct. C'est souvent comme ça le vendredi soir. Taratata oblige. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Monique. Bonsoir. Caroline. Oh, je vous entends pas très bien. Ah, j'ai une petite voix peut-être. Non, je crois surtout que c'est votre téléphone qui est pas très très bon ou je sais pas. Il faudrait que vous parliez un peu plus près de votre combiné. Bon, je vais essayer. Vous m'entendez là ? Voilà, mieux. Bon. Alors déjà, je voudrais remercier Justin et Quentin qui ont été très très sympathiques. Et je voudrais aussi vous remercier vous parce que je vous écoute depuis très très longtemps. Je travaille la nuit, donc je vous écoute très souvent et j'ai toujours suivi vos conseils qui m'ont beaucoup rendu service. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis aide-soignante de nuit. Oui. Voilà. D'accord. Et ce soir, vous ne travaillez pas ? Voilà, exactement. Donc là, je vous appelle parce que j'ai une de mes filles qui est depuis quelque temps anorexique et qui me fait beaucoup de soucis et surtout je ne sais pas comment lui parler sans rajouter, voilà. Que dire, ça doit faire à peu près 1 an qu'elle maigrit, qu'on lui dit t'es trop maigre, enfin bon. Il y a 1 mois, elle habite Paris, moi j'habite Lyon, alors on se voit pas très souvent, je viens un week-end par mois. Donc il y a 1 mois, elle m'a dit qu'elle était tombée dans les pommes au boulot, qu'elle allait pas bien, donc elle a fait la démarche toute seule d'aller voir une association d'anorexiques. Bon, donc ça c'est important. Voilà. Donc je me suis dit, c'est que ça va mieux, quoi. Donc elle est allée voir un psychiatre qui, lui, a pas voulu la prendre en charge tout de suite parce qu'il l'a trouvée en trop mauvais état physique. Oui. Donc il l'a envoyée d'abord voir un spécialiste des problèmes de nutrition. Oui. Elle a rendez-vous que la semaine prochaine. Bon. Et donc ce week-end, elle est revenue et là, elle ne mange plus. Ça fait au moins 15 jours qu'elle n'a pas mis quelque chose en bouche à part du thé. Oui. Et je me dis, et je sais pas comment lui parler. Alors si j'en parle, elle me dit, mais j'aurais mieux fait de pas venir. Enfin voilà, donc donc je sais bien que, alors je regarde sur Internet les rapports avec la mère, donc je sais que je suis peut-être pas la mieux placée pour l'aider, mais je voudrais déjà savoir comment lui parler pour lui faire voir que j'ai peur pour elle, quoi. Et puis, sans parler qu'elle se pose la question de savoir s'il faut la faire hospitaliser ou pas. Attendez, non, puisque votre fille a déjà fait des démarches. Voilà, donc pourquoi parler de la faire hospitaliser dans la mesure... Quel âge a-t-elle déjà ? 25 ans. Oui, donc non. Seulement parce qu'elle ne mange plus du tout. Alors oui, mais vous n'en êtes pas là dans la mesure où votre fille d'elle-même est allée voir une association pour les personnes anorexiques, est allée consulter un psychiatre, donc elle est dans une demande d'aide. Donc ça, c'est déjà très positif. Mais si je lui dis, si le spécialiste dit qu'il faudrait t'hospitaliser quelques jours... Non, ça c'est votre angoisse. Oui, ça c'est votre angoisse. Vous êtes, et ça se comprend, vous êtes tellement angoissé que cela vous rassurerait de savoir qu'elle est hospitalisée. Vous êtes vous-même dans ce milieu-là. Oui, bien sûr. Vous êtes aide-soignante, donc évidemment, c'est un milieu que vous connaissez bien et vous aimeriez que votre fille soit prise en charge et que l'on s'occupe d'elle et faire en sorte qu'elle reprenne du poids. Bon, mais alors peut-être qu'il y aura effectivement une hospitalisation qui sera proposée à votre fille, ce qui n'est pas la même chose
si c'est vous qui l'a demandé, c'est-à-dire là on rentre dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, qui serait très très mal vécu. Bien sûr, et d'autant plus qu'on n'est pas dans une situation, vous voyez, où la vie de votre fille est en péril, dans la mesure où elle est, elle, dans une demande d'aide, puisqu'elle a fait des démarches. C'est ce que je me suis dit le mois dernier quand elle m'a dit ça. Mais ce week-end, par exemple, elle ne pouvait pas porter son petit-neveu qui fait 12 kilos. Elle n'avait pas la force. Donc, comme les rendez-vous ont lieu de mois en mois, parce que forcément, ils sont nombreux, je veux dire, Donc, je veux dire, ça fait au moins 15 jours qu'elle ne mange pas, de mois en mois, Mais là, vous me dites qu'elle a rendez-vous la semaine prochaine oui. dans Donc ce service. J'espère vraiment beaucoup sur ce rendez-vous. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quand je lui... J'essaye de pas trop lui en parler, mais je me dis peut-être qu'elle attend quand même de moi que je fasse attention à elle. Oui. Donc je sais pas quel mot employer, c'est difficile, quoi. En tout cas, pas le mot hospitalisation pour le moment. Oui. Et dire que à ce moment-là, elle peut. Est-ce que pour le moment, elle est en arrêt maladie là? Pas du tout. Peut-être que lui suggérer de se mettre en arrêt maladie. En attendant ce rendez-vous, qu'elle est peut-être trop fatiguée. Mais pour elle, elle est en pleine forme. Oui, mais ça... qu'elle est même trop... Donc pour elle, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'elle pourrait un peu lui demander, dire que dans son état peut-être de fatigue, en ne s'alimentant plus, comme ça, qu'elle est dans un état, même si elle ne s'en rend pas compte, de fatigue, et qu'il serait peut-être mieux qu'elle prenne quelques jours, qu'elle voit à ce moment-là, en attendant le rendez-vous dans ce centre spécialisé, elle a certainement un médecin traitant qui pourrait faire le relais en attendant. Sa sœur, elle a une sœur jumelle en fait, qui elle fait largement autant de soucis que moi, a appelé son médecin traitant. Moi, je n'aurais pas osé le faire. Qui lui, la voit d'abord très peu. Et la dernière fois qu'il l'avait vue, donc je crois que c'était il y a 6 mois, lui avait prescrit des examens parce qu'il la trouvait très mince, mais les examens étaient normaux il y a 6 mois. Et depuis, il ne l'a pas revue, quoi. Donc... Il n'a pas revu depuis 6 mois. Ouais. Non, mais quand vous demandez ce que vous pourriez lui dire, peut-être lui dire en attendant... dire qu'on ne peut pas tenir comme ça en ne buvant que du thé et tout en travaillant, tout en ayant une activité intellectuelle. Je ne sais pas quel métier elle fait. Et elle est, pardon, attachée de presse. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de responsabilités, quoi. Oui, et elle court pas mal, certainement. Voilà. Donc, tout en ayant une activité physique allant de rendez-vous en rendez-vous, et une activité intellectuelle. Donc, qu'elle s'épuise, et que ça serait bien qu'elle pose quelques jours d'arrêt maladie. Que ça, tout le monde peut être en arrêt maladie. Je vais essayer. Et le médecin traitant peut faire un relais en attendant qu'elle ait rendez-vous dans ce centre. Mais on peut comprendre, si vous voulez, l'attitude du psychiatre, d'autant plus s'il n'est pas spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, qu'il l'oriente vraiment vers un centre spécialisé. Parce qu'on ne commence pas une thérapie vraiment, une thérapie analytique, une thérapie sur l'histoire de la personne, alors qu'il en va vraiment il faut une prise en charge déjà de la santé. Vous voyez, on va pas se plonger dans le psychisme de la personne, alors qu'il y a aussi une question vitale par rapport à cette personne. C'est-à-dire, il faut concrètement qu'elle soit prise en charge d'un point de vue médical. Je pense qu'elle l'a entendu parce qu'elle m'a bien expliqué les choses comme ça. C'est vrai qu'en tant que maman, je culpabilise beaucoup. Oui, mais ça ne. Je sais que ça l'aide pas. C'est pour ça que c'est pour ça que vous avez d'autant plus de mal au fond à pouvoir l'aider, parce que cette culpabilité, c'est ce qui vous empêche de pouvoir vraiment lui parler, parce que c'est vrai que dans l'anorexie, on a beaucoup évoqué la relation à la mère, puisque évidemment il y a
en s'affamant comme elles le font, elles gomment tout signe extérieur de féminité dans leur corps. Le premier signe d'anorexie, c'est l'absence de règles. Bon, après, avec tout ce qui s'ensuit dans leur corps, il y a plus aucune apparence dans ce corps très extrêmement maigre, cette maigreur comme ça, terrible. Il y a plus toutes ces rondeurs de la féminité. Mais bon, il y a des choses beaucoup plus complexes derrière tout cela, et on ne peut pas, si vous voulez, incriminer uniquement la mère dans la relation à l'anorexie. Ça serait aussi un peu simpliste. Donc, vous voyez, c'est une histoire. Il y a aussi encore des choses que l'on ignore, et puis il y a aussi chaque anorexique a son histoire, si vous voulez, parce que dire il y a une relation qui se joue dans la relation à la mère, oui, mais enfin après chaque relation de la fille vis-à-vis de sa mère est particulière, puis il y a tout un contexte familial, et puis il y a quelque chose aussi qui échappe, c'est aussi une maladie du contrôle, il y a quelque chose de. C'est pour ça qu'elles ont tant de mal à lâcher prise. C'est-à-dire que même épuisées, elles ne s'arrêtent pas au fond. Elles sont vraiment dans cet hyper contrôle de tout. Alors évidemment de la nourriture, mais pas seulement. Elle contrôle tout. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cela. Elle a une sœur jumelle qui, elle, est plutôt très forte. Et forte à quel niveau? Très forte physiquement. Oui. Je dirais pas obèse, mais si pratique. Donc, je pense qu'on peut dire obèse. Donc, je ne sais pas si l'image de sa sœur joue aussi, je ne sais pas. Enfin, ou sa sœur a le même problème qu'elle, mais en sens inverse, je pense. Sauf qu'on s'inquiète moins, même si c'est sûrement aussi embêtant, mais ça paraît moins vital tout de suite. Et donc hier soir, il y avait une de vos intervenantes qui disait qu'elle était plutôt une mère pour sa mère. Je ne sais pas si je me rappelle plus. Oui, donc, je me souviens. Et donc moi, j'ai été malade ces dernières années. Et c'est vrai que mes filles ont été un peu mes mères, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, que moi, je vais mieux. Elles en payent le tribut, quoi. Et c'est pour ça que je voudrais tant pouvoir les aider. Mais vos filles, aujourd'hui, elles sont... ce sont des jeunes femmes, Monique. Elles ont 25 ans. Donc, alors peut-être que à ce moment-là, il pourrait y avoir, si elles le souhaitaient, en thérapie familiale, ça pourrait être évoqué. Mais c'est vrai que les thérapies familiales, c'est plus, ça se fait plus lorsque les enfants sont soit encore enfants ou adolescents, que lorsque les enfants sont devenus adultes. Peut-être qu'en revanche, vous pourriez, Moi, j'ai commencé. vous pourriez, oui, avoir un soutien psychologique. Moi, j'ai commencé. Pour être un peu moins en souffrance par rapport à cela, et par rapport aussi à toutes ces questions, ces interrogations que cela soulève chez vous, à savoir un peu comment, quel rôle tenir, quelle place prendre. Finalement, ça pourrait un peu vous aider. Vous avez commencé, vous? Oui. Bon, c'est pas... Ce problème d'anorexie remonte à combien de temps chez votre fille? Je dirais que nous, on l'a vu maigrir il y a 1 an qu'on l'a trouvée très mince. Et devant nous, elle mangeait. Pas des tonnes, mais elle mangeait, quoi. Et puis, les derniers mois, elle mangeait vraiment pratiquement plus rien. Et là, le week-end dernier, elle m'a dit, je peux plus manger. Oui. Donc là, ça fait peur, quoi. Donc c'est assez récent, finalement. Oui,
Ça ne remonte pas comme ça peut se voir à l'adolescence Non, ou... non, pas du tout, du tout. Non. Et chez votre autre fille, qui elle a un problème d'obésité? Ça remonte à peu près à la même époque. Hein. Donc, Ça a démarré toutes les deux un peu simultanément. Oui. Oui, donc là aussi, la relation gémellaire, il y a une relation en miroir, mais en miroir ou pas à l'identique, mais à l'opposé. Oui. C'est-à-dire que une bascule dans l'anorexie et l'autre dans l'obésité. Sachant que... À peu près au même moment. Oui. Oui, ça, quand même, là, il y a... Vous voyez qu'il y a aussi des choses qui se jouent. Et vous dites que c'est au moment où vous, finalement, vous commenciez... Elles se sont beaucoup occupées de vous quand vous étiez malade, me dites-vous? Oui. Et c'est au moment où vous commenciez à aller mieux. Oui. Qu'elles ont commencé à... Moi, j'y vois comme ça, quoi. Oui, mais c'est intéressant, oui. Alors, je sais pas comment récupérer. Enfin, je sais pas si on peut récupérer. J'imagine bien que c'est pas du jour au lendemain mais une attitude que je pourrais avoir vis-à-vis d'elle, j'essaye de pas juger, j'essaye de pas. Enfin, je veux dire, mais j'ai toujours peur de dire des bêtises, de faire le contraire de ce Est-ce que vous en avez parlé avec elle de cela, de dire qu'au fond... Par exemple, celle qui est obèse, j'en ai jamais parlé. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais obèse. On m'a appelée la grosse toute mon enfance. Donc c'est un truc que je ne peux pas aborder, quoi. Pourquoi? Parce que quand on s'est fait appeler la grosse toute son enfance, je veux dire, j'ai trop peur de lui faire du mal, quoi. Trop peur. Surtout qu'elle, enfin, je dirais, elle n'a aucun complexe. Je dirais, elle se met en short, des choses que moi, j'aurais jamais fait. Donc je voudrais surtout pas lui donner à elle mes angoisses aussi, quoi. Aujourd'hui, vous n'avez plus, vous, de problème de poids? Non, aujourd'hui, ça va. Elle n'a pas vu de photos de vous, enfant? Je pense pas, parce que on était une famille, enfin, bref, il n'y avait pas de photos à cette époque-là, quoi, elle n'a pas vu. Jusqu'à quel âge on vous a appelé la grosse? Jusqu'à ce que je quitte la maison, hein, jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Oui. Et elle, ça a commencé quand, ces problèmes? Non, elle avait 22 ans. 22 ans. Mais elle était ronde petite fille, et puis après, toute son ado, elle était normale, quoi, il n'y avait pas de souci. Mais vous ne pouvez pas en parler avec elle parce que ça renvoie à trop de souffrance chez vous. J'ai trop peur de lui faire mal. Oui, mais ça vous fait aussi trop mal, vous. Donc c'est important que vous puissiez en parler. Et puis il y a quelque chose dans... Peut-être qu'inconsciemment elle le sait. Peut-être il y a quelque chose d'une identification à vous, à votre souffrance. Et peut-être qu'il y a quelque chose à l'inverse chez votre autre fille aussi, en réaction. Peut-être que vous pourriez parler de... Quand vous dites, par exemple, aussi que vous ne savez pas très bien que dire, de dire au fond qu'elles se sont beaucoup occupées de vous et que vous n'avez pas forcément mesuré à quel point ça avait été lourd pour elles. Non, mais c'est sûr que... Et qu'elles ont commencé finalement à ne pas aller très bien au moment où vous alliez mieux. Ouais, c'est vraiment... Ça peut leur donner une piste de réflexion, ça. Parce que finalement, là, vous ne parlez pas du poids. Vous voyez, vous ne parlez pas de ce qui se voit, mais vous parlez de la relation aussi que vous avez avec elles. Elles ne font pas forcément le lien. Vous leur donnez des clés. Peut-être, oui. C'est pas facile, il y a des choses... Mais c'est vrai que je pourrais essayer avec... Oui, mais ça, c'est important en même temps, parce que ça peut peut-être leur donner des clés. En fait, donc leur papa est parti il y a 4 ans. Donc moi, je suis tombée en dépression complète, parce que je ne m'attendais pas du tout.
Et puis, donc là, c'est elles qui vraiment m'ont soutenue beaucoup. Et puis derrière, je suis devenue épileptique. Donc elles m'ont vu faire des crises, me rouler par terre et tout. Et là, ça a été, je pense que surtout celle qui fait de l'anorexie, ça l'a débordé, quoi. Oui, mais c'est très angoissant, oui. Et puis donc maintenant, moi je suis stabilisée à ce niveau-là, quoi. J'ai un traitement, il n'y a pas de souci. Mais je pense je pense qu'elle relâche, qu'elle... Peut-être. Ouais, je sais pas. Peut-être, oui. Elles ont des contacts avec leur père ? Oui. Oui. Oui, elle veut voir régulièrement. Oui. Mais vous voyez bien, Monique, vous ne pouvez pas non plus vous en vouloir à ce point-là, à un moment d'avoir basculé comme ça dans un chagrin aussi profond au départ de votre mari. Que ce choc aussi émotionnel, enfin, ait pu peut-être déclencher comme ça des crises d'épilepsie. Enfin, ça a eu des conséquences très lourdes pour vous. Vous ne pouvez pas non plus vous accuser de tout ça. Vos filles qui étaient présentes vous ont soutenu. Évidemment, c'est compliqué parce que il y avait la famille qui éclatait, il y avait, elles vous voyaient vous extrêmement malheureuse. Bon, elles ont fait bloc, elles vous ont soutenu. Les enfants se rapprochent toujours, soutiennent toujours le parent qu'ils sentent le plus malheureux. Pour autant, vous pouvez pas non plus vous accuser comme ça, comme vous le faites. Parce que ça ne règle rien, de toute façon. C'est bien, j'ai l'impression que ça leur nuit plus qu'autre chose, quoi. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Il y a aussi peut-être cette... Il y a d'autres... Je pense que vous avez peur. Il y a aussi ce que vous dites de vous, dont cette image, peut-être à ce moment-là, en partant aussi, cet homme-là, votre mari a réveillé en vous d'autres blessures, parce que c'est pas rien non plus que toute votre enfance, on vous ait appelé la grosse. Ah non, mais ça, j'en ai parlé en psychothérapie. C'est sûr que... C'est sûr qu'on a eu, j'ai eu une enfance, on était des enfants nombreux, les parents n'ont jamais eu le temps de s'occuper de nous, et c'était, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, il y a des soucis, mais bon, et je veux dire, c'est sûr que mon mari, c'était c'était très important, quoi, donc je veux dire, ça a été une blessure immense. Oui. Et ça, les filles, elles l'ont vu, quoi, Mais oui, parce qu'il portait un regard certainement aimant, bienveillant sur vous. Et donc, en partant, il enlevait aussi de cela. Donc, ça a dû réactiver beaucoup de choses. Et c'est... Quand vous avez vu votre fille, à un moment, basculer comme ça, cette prise de poids jusqu'à devenir obèse, ça, vous dites, vous ne pouvez pas en parler, mais ça ravive aussi chez vous toutes ces blessures. La peur qu'à son tour, peut-être, elle subisse comme ça des paroles extrêmement humiliantes, et puis vos propres blessures d'enfant. Parce que on le dit pas assez d'ailleurs, mais dans notre société encore, les personnes obèses vivent des choses souvent assez terribles. Ils sont l'objet de très vives critiques et subissent beaucoup de paroles très humiliantes. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, donc j'étais obèse à cette époque-là, en 6 mois, j'ai perdu 30 kilos et je suis devenue mince, quoi. C'était vraiment un truc. Oui, donc il y a bien... Vraiment, et voilà. Mais je pense qu'en fait, vous avez beaucoup de choses à leur dire, mais vous savez pas trop comment le dire. Et c'est bien que vous ayez commencé, vous, une thérapie, parce que le fait de pouvoir en parler dans cet espace protégé, vous allez aussi un peu trouver les mots pour savoir comment les aborder avec votre fille. Peut-être en disant, déjà, si ce problème de poids pour le moment est un peu, sans mauvais jeu de mots, trop lourd à dire, vous pouvez déjà dans un premier temps dire, moi, j'ai réalisé
que le départ de votre père, évidemment, j'étais extrêmement malheureuse, que vous avez été là à ce moment-là pour moi, et que ça a certainement été très difficile pour vous. Et finalement, au moment où je commençais à aller mieux, c'est vous qui alliez mal, et que ça serait bien que vous alliez vous en parler. Peut-être leur dire ça, simplement leur dire ça. Parce qu'elles n'ont pas forcément fait le lien, elles. Et que c'est avec leur corps qu'elles l'expriment. En s'identifiant à vous, d'une façon différente l'une et l'autre. Mais ce sont des jumelles. Voilà, c'est peut-être un début, Monique. Je vais essayer. Merci, Caroline. Je vous en prie. Bon courage. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Ben, l'oncle Soul, petite sœur. Un message au 7 39 21 de Julie qui dit souvent les anorexiques sont totalement sourdes aux paroles bienveillantes de l'entourage, qui est bien sûr très inquiet. On est dans une bulle, dit Julie, une souffrance incompréhensible pour autrui. Et puis un petit courriel de Chaudron de la Barre qui dit gémellité, obésité et anorexie sont le reflet d'un mal-être latent. Il faudra beaucoup de temps pour comprendre et résoudre ces maux. De votre côté, ne culpabilisez pas à outrance. Vous n'êtes pas responsable de toutes les douleurs de vos enfants. Prenez bien soin de vous. Ce n'est qu'en très grande forme que vous pourrez à votre tour être un soutien pour vos filles et ce sera déjà beaucoup. Bon courage à vous. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis contente de vous avoir. C'est vrai que moi aussi. J'écoute souvent votre émission. Et excusez-moi, je suis un peu émue. Enfin, ça, et en fait, voilà, ce que j'ai vécu est assez, enfin pas exceptionnel parce que j'en ai entendu parler aussi, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre. J'ai rencontré quelqu'un effectivement donc sur un site de rencontre internet. Oui. De ça à peu près, enfin c'était mi-mars. Et on a parlé beaucoup donc par internet par la suite. Et il y a eu un coup de foudre en fait mutuel. Et donc on a très vite, je dirais, on sympathisait, dit des mots doux, etc. Vraiment un coup de foudre très très fort. Et on s'est rencontrés donc physiquement 3 semaines après. Et ce coup de foudre s'est effectivement avéré juste puisqu'on s'est très bien entendu tout de suite. Et donc on a continué à se voir. Parce que le premier coup de foudre, c'était sans vous être vu. Voilà, c'était vraiment par rapport... alors, on avait échangé nos photos, donc on s'était vu quand même, mais par photo. Mais on avait surtout échangé des discussions par Internet pendant des heures quand même. Donc, on avait discuté vraiment un petit peu de tout, un petit peu de nos caractères, de nos vies, etc., quoi. Et donc, c'était vraiment... on était vraiment sur la même longueur d'onde. Non, je vous pose la question parce que moi, ça m'étonne toujours un coup de foudre. Un coup de foudre tant qu'on ne s'est pas encore vu dans la vie. Oui, moi aussi. Avant, c'est ce que je pensais aussi. Je comprenais pas. Et effectivement, quand là, en discutant, on s'aperçoit que qu'on se comprend tout de suite et que quand je posais des questions, je dirais que presque il m'y répondait avant que je pose la question. Enfin, les idées venaient en même temps et on pensait vraiment la même chose au même moment, quoi. Oui. Et ça s'est confirmé quand vous l'avez rencontré. Cet homme vous a vraiment terriblement attiré. Oui, tout à fait. Oui. Oui. On avait effectivement le même point de vue, le même état d'esprit et effectivement, d'ailleurs, le soir où on s'est vu, on avait un peu de mal à se quitter, quoi. Oui. On s'entendait vraiment bien, on se sentait bien ensemble, en fait. Oui. On se sentait très bien, on se sentait bien ensemble. Et donc après ça, on a continué à se parler donc par SMS, beaucoup aussi par le portable. Et on a très vite échangé des mots tendres, etc. Ça a été très fort, très vite, quoi. On a passé ensuite un week-end vers le 10 avril, donc un week-end qui s'est très, très bien passé. Pareil, très, très fusionnel. Mais par contre, toujours pas, je dirais, ça s'est pas concrétisé en relation physique, quoi. Pourquoi ? Parce que ça s'est pas présenté et puis... si vous passez un week-end ensemble. Alors en fait, c'était un week-end, il était venu dans ma région
Mais il avait pris une chambre à l'hôtel et moi, je suis rentrée chez moi dormir. Ah, il est très galant, enfin. Voilà. Et c'est tout Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que vous me parlez d'une attirance très forte, donc ce qui veut dire qu'il y a, ça veut dire qu'il y a une attirance aussi physique et pas seulement intellectuelle, pas seulement. Il y a vraiment cet homme vous plaisez réciproquement. Donc après, vous vous retrouvez pour un week-end. Vous vous étiez rencontrés en mars, là c'était un week-end en avril. Pourquoi, au fond, je vous pose la question comme ça, très clairement, pourquoi vous êtes rentrés dormir chez vous? Parce que ça nous semblait quand même, bon, ça faisait on s'était vu quand même qu'une fois avant. Ah, d'accord. Voilà, on s'était rencontrés qu'une seule fois avant. Donc ça nous semblait un petit peu trop tôt. Bon, je sais bien qu'on n'a plus 15 ans, mais quand même, mais lui pensait la même chose. Vous ne vouliez pas que ça aille trop vite, malgré tout. Voilà, tout à fait. Donc on se sentait bien comme ça, effectivement, et voilà, on trouvait que c'était un petit peu trop tôt. Oui. Et donc, quand il est reparti, donc le 10 avril, il m'a demandé. Après, on s'est vu beaucoup plus souvent, parce qu'en fait, on habite à 80 km l'un de l'autre. Oui. C'est ça aussi qui a un petit peu été difficile. Et donc après ce fameux week-end, on se voyait, on va dire, un soir sur deux à mi-chemin. Oui. Donc c'est pareil, on passait des soirées qui s'éternisaient de plus en plus. En fait, on avait beaucoup de mal à rentrer. Et c'était très très fusionnel. Et puis à Pâques, il m'a demandé donc d'aller chez lui. Donc là, forcément, on s'est dit automatiquement, là au bout d'un mois et demi quand même. Et là, il y a eu un blocage et il n'a pas été jusqu'au bout. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il souhaitait arrêter. Parce qu'il n'a pas pu? Je sais pas. C'est-à-dire, il n'a pas été jusqu'au bout. Pour parler clairement, il n'avait pas d'érection? Non, il n'a pas voulu aller plus loin parce qu'il ne voulait pas s'engager. C'est ce qu'il m'a dit. Et là, j'ai pas compris, effectivement. Oui, c'est étrange. Voilà. Alors, je me suis dit, s'il avait voulu s'amuser, il se serait amusé jusqu'au bout. Oui. Là, je l'ai pris pour un respect. Mais j'ai du mal par rapport à la force de nos sentiments, même si au bout d'un mois et demi, on peut pas dire que oui, parce que vous me dites, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout, mais bon, pardonnez-moi, je ne veux pas être indiscrète, mais c'est-à-dire que vous, là, vous étiez prête à faire l'amour avec lui, et lui, là, s'est arrêté. Enfin, il n'y a même pas eu d'intimité entre vous, amoureuse. Un petit peu, oui, voilà. Il y a eu des caresses, des préliminaires, mais ça n'a pas été plus loin, quoi. Il m'a dit qu'il voulait pas s'engager, qu'il savait plus, qu'il voulait pas, qu'il soi-disant il avait plus cette étincelle, mais et donc qu'il préférait arrêter là et qu'il comprenait pas parce qu'il se sentait super bien avec moi, voilà. Mais c'est curieux de parler d'engagement alors que la relation, à proprement parler, n'ait été commencée. Alors la relation, vous étiez en train de créer une intimité, vous aviez créé une intimité affective, intellectuelle. Là, vous étiez en train de passer un autre niveau d'intimité qui est importante, qui fait que devenir amant. Et là, il vous dit, je veux pas m'engager. Alors, je ne sais pas quelles étaient les valeurs de cet homme, mais comme si le fait de devenir amant, là, vous lui demandiez pas non plus le mariage, exactement. Oui, c'est ce que je lui ai dit après par mail, effectivement, parce que j'avais pas compris. Donc, je lui ai dit, je te demandais pas le mariage. Bon, mais il a pas répondu vraiment. Donc, j'ai pas vraiment compris. Bon. Le souci aujourd'hui, c'est que moi, c'était tellement fort. C'est vrai que depuis, je pense à lui. En plus, il m'avait renvoyé un petit SMS en me faisant un petit coucou. Et puis,
Et j'avais demandé qu'on se revoie, il m'a dit oui, mais il a fait en sorte qu'on se revoie pas. Enfin bon, donc c'est vrai qu'il m'avait laissé un petit peu d'espoir et il m'a appelé là il y a une dizaine de jours en me disant il m'a pas dit qu'il voulait pas me voir, mais bon, enfin moi prise dans l'idée de vouloir le reconquérir, je lui ai même pas vraiment demandé pourquoi il avait stoppé quoi. J'ai essayé de le revoir et puis il a préféré pour l'instant rester comme ça. De toute façon, oui, je crois que ça ne sert à rien de chercher là pour le moment à le revoir, parce que lui seul pourrait dire pourquoi il stoppe là. Ça reste de l'extérieur assez inexplicable. Alors après, peut-être qu'au fond, il a peur. Il a peur. On a l'impression qu'il y a des peurs, peur d'une intimité, peur d'une intimité au fond avec l'autre. Peur. Alors là, on est peur d'une intimité physique, peur de l'intimité sexuelle avec les femmes, peut-être des difficultés de cet ordre-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là, évoquer une peur de l'engagement. Mais peut-être derrière cela, on peut, je vous dis, il peut. Là où vous entendez du respect, en quoi cela aurait été vous manquer de respect que de faire l'amour avec vous? C'était pas vous manquer de respect. S'il voulait vraiment pas s'engager. Oui, mais enfin bon, vous voyez, c'est un peu paradoxal en même temps. Vous dites vous-même, c'est pas parce que il faisait l'amour avec vous, vous faisiez l'amour ensemble, que il devait vous promettre le mariage aussi. À moins, effectivement, compte tenu de votre relation, je comprends ce que vous vouliez dire. C'est si vous aviez fait l'amour ensemble et puis que le lendemain il vous disait ciao, c'est dans ce sens-là. Oui, mais sinon, il y a quelque chose, ça démarre très fort, il est amoureux, puis au moment où vous vous apprêtez à avoir une relation intime, là il y a plus personne. Ouais. Donc il peut y avoir chez cet homme, je vous dis, une peur de l'intimité physique. Et ça, c'est plus difficile à dire que de dire. C'est plus facile à dire au fond. Je ne suis pas prêt à m'engager. J'ai pas envie de m'engager. Bon. Oui, bien sûr. Alors il s'était peut-être aperçu. Moi, je sais pas que. Et on peut avoir aussi sur des personnes comme ça où. Internet, vous me direz c'est comme dans la vie, mais Internet où parfois l'intimité avec l'autre est compliquée, et donc on passe par un écran. L'écran, c'est plus facile. C'est plus facile au départ. Voyez, parce qu'on n'a pas abordé l'autre, on n'est pas dans directement. Il y a cet écran qui sert de protection. Alors il y en a qui se contentent de cela. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent je comprends pas, tout se passait très bien, et puis j'avais un super échange, et puis finalement à chaque fois que je veux rencontrer cette personne, elle est jamais disponible, elle me pose des lapins. Ben oui, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer le cap de la rencontre. Ils ont trop peur. Il y en a qui s'amusent, mais là je parle des personnes qui ont peur, qui sont presque dans une phobie de l'autre. Donc Internet permet de rester caché derrière son écran. Et puis il y en a qui vont passer quand même le cap de la rencontre. Mais de la rencontre, tant qu'on n'est pas dans une trop grande intimité. Alors l'intimité intellectuelle, le partage, tout ça, ça va. Mais l'intimité, le pot à pot, l'intimité amoureuse, il y a des personnes pour qui c'est pas possible. Pour diverses raisons. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, mais comment je pourrais faire pour essayer de ne serait-ce que de le revoir et peut-être avoir une explication. Non, je crois que vous n'y arriverez pas. Je crois que ça ne sert à rien. Je crois qu'il faut, Patricia, vous l'aurez pas votre explication. Il a été dans la fuite là. Il vous donne l'explication qu'il a envie de vous donner. Il faut faire avec là. Ouais.
que je sais qu'il a été sincère et qu'il a eu aussi le coup de foudre. Certainement, mais il faut vous accommoder de l'explication qu'il vous donne et vous dire que bon, il y a un moment où il y a quelque chose qui est lié à lui et ce qui s'est joué à ce moment-là dans sa tête. Bon, je dis, il peut y avoir quelque chose au niveau de son intimité. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je vais vous dire, il peut aussi d'une autre façon, peut-être que il a beaucoup fantasmé sur vous. Il peut y avoir un autre cas de figure. Et puis être dans une et puis se rendre compte que au moment où il était dans ce rapprochement vraiment très intime avec vous, se rendre compte que là ça ne collait plus. C'est possible aussi, parce que c'est une grande nuance et il faut le dire, on peut tomber amoureux d'une photo, tomber amoureux d'une personne comme ça, et c'est encore une autre étape que d'être dans cette intimité physique où là, il peut y avoir quelque chose, où dans ce corps à corps, dans ce peau à peau, il y a quelque chose qui ne se passe pas, où le désir n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie. Il peut y avoir du sentiment amoureux et pas de désir. Il peut y avoir du désir et pas de sentiment amoureux. Ouais. Et on a du mal à l'entendre parfois. Et peut-être que la réponse, elle peut aussi être là. C'est-à-dire que j'aborde la peur j'ai abordé l'hypothèse, la peur de cet homme de l'intimité, mais peut-être aussi la réponse, elle est peut-être plus simple que, il y a des, on dit parfois avoir quelqu'un dans la peau. L'expression, elle veut bien dire ce que ça veut bien dire. Il y a une odeur qui nous rend dingue. Il y a, voilà, on a des peaux qui s'attirent comme des aimants. Il y a et puis il peut y avoir quelque chose qui se passe, ou au contraire, on peut aimer une personne, mais c'est pas folichon sur le plan sexuel. Hein. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. C'est vrai que moi, et pas avoir de désir. Oui, je me disais, si on est amoureux, automatiquement, le reste va suivre, quoi. C'est très féminin de penser ça. Oui. Mais non, on peut être amoureux et pas être dans un désir intense. Et on peut avoir beaucoup de désir pour quelqu'un qu'on n'aime pas, dont on n'est pas amoureux. Alors c'est formidable quand les deux sont au rendez-vous. Oui. Hein, évidemment. Mais on peut vraiment avoir un sentiment amoureux, aimer quelqu'un et pas avoir un désir très fort. Ça peut arriver. Et puis dans cette première rencontre, il y a une alchimie qui prend ou qui ne prend pas. Et ça peut aussi se passer comme ça. Ouais. Donc quand il vous a dit peut-être je pensais, et peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, le désir a pu un peu retomber. C'est aussi peut-être ça qu'il y a à entendre. Pourtant, quand on s'est rencontrés les premières fois, ça s'est bien passé. Oui, mais si vous voulez, vous n'étiez pas allé aussi loin. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Vous essayez de comprendre. Je vous donne des hypothèses. Oui. Tout ne peut pas s'expliquer. Je vous dis que dans cette intimité, c'est pour ça que je dis toujours dans les rencontres sur Internet, et tout ça, ça ne remplacera jamais la rencontre réelle, cette intimité-là, où il y a ce contact. Et ça, un écran remplacera jamais ça. Il y a Catherine de Rennes qui dit « Excusez-moi Caroline, mais ce genre d'hommes grouillent sur les sites de rencontres. Ils n'hésitent pas à se faire inviter, font toute la France, ne vivent que d'aventures, promettent monts et merveilles. Ce n'est que du pipeau. Facile, ils se désistent ensuite pour un alibi bidon. Cordialement, me dit Catherine. » Bah oui, mais en même temps, cet homme, je sais pas, il se fait inviter, c'est pas aller très loin. Il aurait pu en profiter entre guillemets davantage. Dans mon cas, oui. Non, il a pas profité. Donc écoutez, mais c'est vrai que voilà. sinon, oui, il y en a quand même qui en profitent. Oui. Allez, un petit mot encore. Julie dit peut-être qu'il avait des problèmes d'érection et qu'il a préféré fuir que de l'avouer. Cathy dit on ne peut savoir de l'extérieur ce qui se joue dans l'intimité.
Et quelqu'un me dit, j'ai vécu la même expérience, il m'a parlé très tôt d'engagement, je suis restée, jamais nous n'avons eu de rapport physique. Patricia dit, peut-être n'était-il pas célibataire et il a reculé au dernier moment. Et puis Chaudron de la Barque dit, je crois qu'on ne mettra jamais assez en garde les gens contre le risque des rencontres via le net. Cette interface est virtuelle avant tout. Cet homme ne semble pas prêt à vivre dans la vraie vie sans l'écran pour se protéger. Il ne pouvait sûrement plus rien dissimuler. Restez vigilante, préférez les rencontres dans la vraie vie, elles sont moins trompeuses, évite les fantasmes et désenchantements. Cela n'enlève rien à vos qualités, soyez-en certaine. Bonne continuation à vous. Voilà Patricia. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Gentil. Merci, bonne continuation à votre émission. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Daniel. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, vous vouliez réagir à l'intervention de Patricia. C'est dommage, on venait de raccrocher avec Patricia, mais je pense qu'elle est encore à l'écoute. Oui, on va la rappeler pour qu'elle vous écoute. Oui. Voilà, alors moi, je me trouve, on va dire pas dans le même cas de Patricia, je suis moi à la place de la personne qu'elle a connue. Vous êtes le monsieur, mais enfin pas le... Je suis pas le monsieur qu'elle a vu. Hein. Non, j'imagine, vous n'appelleriez pas sinon... Oh bah pourquoi pas, c'est vrai, des fois que c'était bien d'entendre les deux sons de cloche. Ouais, ça serait pas mal, de temps en temps ça serait intéressant, on n'a toujours qu'un son de cloche. Bah voilà. Alors dites-nous tout, Daniel. Pourquoi êtes-vous parti comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez bien nous le dire maintenant. Voilà, il y a quelques mois, je vous avais appelé pour cette petite histoire-là. Parce que moi, j'appelle ça une petite histoire, parce que maintenant c'est terminé, donc ça a duré que 4 mois. Et la première fois que je vous avais appelé, c'était parce que ça me faisait peur, parce qu'elle voulait me présenter à toute sa famille, tout, c'était le truc, et ça me faisait un petit peu peur. Oui. C'était trop tôt pour moi, au bout de 15 jours. Ah, je me souviens, oui, au bout de 15 jours, je comprends. Ah ouais, moi j'étais affolé. Donc j'ai pris un petit peu de moi, donc j'ai été passer un week-end chez elle. Oui. Puis bon, moi je lui ai dit, tu sais, je veux bien passer un week-end chez toi parce que ça change de venir à la maison, c'est vrai. Puis je voudrais voir un petit peu dans l'univers où tu vis, tout ça. Et puis j'ai le droit à la famille. Mais bon, c'est pas grave, ça s'est bien passé. Bon, on se pète pas dans ces cas-là. Et puis bon, les week-ends sont passés, les semaines se sont passées. Bon, c'est vrai que je pensais que il y avait quelque chose. Je me disais, je vais laisser le temps au temps pour voir si on sait jamais, parce qu'à force de se voir, de se parler, de faire deux choses ensemble, plein de choses ensemble, ça va pouvoir peut-être bouger un petit peu, parce que j'étais pas convaincu complètement pour certaines choses. Puis bon, les jours ont passé, ça a passé. Puis un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit stop. Je vais vous le dire franchement, Karine, je sais pas pourquoi. J'avais plus, je sais pas si on peut dire une étincelle ou la petite flamme. Je sais plus pourquoi. Tout ce qu'elle m'avait dit avant même quand on se fréquentait encore, même avant qu'on se fréquente, les fois qu'on s'est eu au téléphone, quoi que ce soit, elle m'a dit voilà, c'était comme ça. Bon, moi j'étais content, je dis tiens, c'est vrai que c'est une personne qui vraiment, je sens que ça passera avec moi, parce que c'est un petit peu ce que je recherchais ou quoi que ce soit. Et puis à force de se fréquenter, toute cette petite chose-là qu'elle m'avait dit, tout disparaît. Il n'y avait plus rien du tout. Elle venait passer le week-end, la première chose qu'elle faisait, elle posait ses affaires, elle est montée dans la chambre, clac, hop, elle descendait, elle me dit tiens, mets-moi un film à la télé. Alors ça, non, ça c'est pas pour moi. C'est fou, oui, parce que alors que c'était le week-end, vous voyez, elle se comportait déjà comme si vous viviez ensemble depuis 20 ans. Puis, voilà, moi je lui dis au bout de combien de temps vous connaissiez en fait? Au bout de 4 mois. Oh là là, oui. Oui, elle se comportait comme si elle était déjà chez elle en terrain conquis. C'est simple, je vais vous dire, j'étais passé le week-end chez elle. C'est simple, on a été faire des courses, ça a duré, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. On est revenu, on a passé tout le week-end assis sur le canapé devant la télé. Oh là là. Alors,
Alors donc, moi j'ai ça, ce truc-là, alors ça je ne... Mais parce que c'est elle qui souhaitait... Bah oui, voilà, c'est parce que, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de films à la maison, c'est pas parce que j'ai beaucoup de films que je passe mon temps assis à la télé ou quoi que ce soit. Mais peut-être que c'est là où il y a une confusion, elle s'est dit, cet homme adore regarder la télévision, elle pensait peut-être vous faire plaisir. Je vous taquine, non, parce que peut-être... c'est pas que c'est pas du tout mon truc, mais quand on est avec quelqu'un, moi je regarde les films quand je suis tout seul, mais je regarde pas les films. Moi j'aurais bien préféré, vu que j'habite en bord de mer, aller se promener à la plage, aller visiter des choses, faire des... Ça je vous comprends. Voilà, oui. Et c'est ça que, parce que bon, moi c'est pas que je fais un métier, mais je tiens toute la semaine à la maison parce que je travaille sur ordinateur, je fais de la musique, donc de temps en temps, je veux m'évader un peu puis penser à autre chose. Mais alors vous nous direz, on en parlera après le journal de minuit, Daniel, puisque vous avez arrêté la relation, mais un peu comment ça s'est passé. Donc à tout de suite, ne raccrochez pas. Merci d'écouter Europe 1, il est minuit et le journal est présenté par Charlotte Arrigoni. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous et on part tout de suite à New York. Dominique Strauss-Kahn est libre. Sébastien Krebs, vous êtes sur place pour Europe 1. Dominique Strauss-Kahn vient donc de quitter la prison de Rikers Island. Oui, libération officialisée par un communiqué de l'administration pénitentiaire il y a un peu moins d'une heure. Dominique Strauss-Kahn a été remis au gardien de la société de sécurité privée qui va désormais assurer sa surveillance. Il a quitté Rikers Island sans qu'aucun des journalistes présents devant la prison n'ait pu voir son visage. Alors il y a bien eu ces deux fourgons avec gyrophares et sirènes qui sont sortis, qui ont été très vite pris en chasse par des photographes, par les hélicoptères des télévisions américaines. Mais c'était sans doute un leurre parce que juste derrière, un autre convoi beaucoup plus discret est apparu de Berlin, dont l'une aux vitres noires, des véhicules qui ont pu très facilement se perdre dans la circulation new-yorkaise et ainsi garder la destination de Dominique Strauss-Kahn secrète. On sait seulement qu'il va s'installer temporairement, pour quelques jours sans doute, dans un appartement du sud de Manhattan, appartement mis à sa disposition par cette même société de sécurité qui va le surveiller, le temps de trouver un logement définitif. Ce choix du logement, c'est ce qui a bloqué aujourd'hui, c'est ce qui a retardé cette libération. Anne Sinclair avait déjà loué un appartement, mais au dernier moment, la copropriété a refusé d'accueillir DSK, craignant les paparazzis. Ses avocats ont donc pu trouver dans l'urgence ce compromis accepté par le juge, mais avec des conditions très strictes. Il aura l'interdiction formelle de sortir de cet appartement et sera bien sûr gardé 24 heures sur 24. Merci Sébastien, vous étiez en direct de New York pour Europe 1. Qui remplacera DSK à la tête du FMI? La question reste en suspens pour le moment, même si les États-Unis affirment qu'ils soutiendront un candidat capable de susciter une large adhésion. Parmi eux, il pourrait y avoir Christine Lagarde, mais invitée d'Arlette Chabot sur Europe 1, Eva Joly a estimé ce soir que la ministre de l'économie n'était pas la meilleure candidate. Je crois que le Fonds monétaire a bien précisé qu'ils aimeraient un candidat sans casserole. Or, Christine Lagarde en a une et une des belles. C'est elle qui a ordonné l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie et qui a coûté cher aux finances publiques alors qu'il n'y avait aucune nécessité de recourir à cet arbitrage. Et comme vous le savez, le procureur général près de la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, a saisi la Cour de justice de la République de ce cas. Eva Joly, donc invitée d'Arlette Chabot ce soir sur Europe 1. Au Parti socialiste, Ségolène Royal préférerait que l'on prenne un peu de recul sur cette affaire et elle confirme que le calendrier des primaires socialistes reste inchangé. Ouverture des candidatures donc toujours fixée au 28 juin. DSK en mauvaise posture, tous les regards se tournent maintenant vers François Hollande et selon un sondage IFOP pour le JDD.fr, 57% des Français le perçoivent comme un bon candidat à l'élection présidentielle, soit 10 points de plus que Martine Aubry. Dans le reste de l'actualité, rencontre au sommet aujourd'hui à Washington. Barack Obama recevait Benyamin Netanyahou, une rencontre qui s'est soldée par un échec pour le président américain. Le Premier ministre israélien a en effet rejeté la proposition de Barack Obama, à savoir la création d'un État palestinien sur la base des frontières de 1967, des frontières que Benyamin Netanyahou a qualifiées d'indéfendables.
En Syrie, la répression continue et le bilan est lourd. Après cette nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir de Bachar el-Assad, le nouveau bilan des militants des droits de l'homme fait état de 34 morts, dont un enfant. En France, le procès Chirac va reprendre. La Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité. En clair, la plus haute juridiction française autorise la réouverture du procès suspendu en mars dernier. L'ancien président de la République est poursuivi pour 28 emplois présumés fictifs dans son cabinet lorsqu'il était maire de Paris. Le tribunal correctionnel de Paris doit maintenant fixer une nouvelle date d'audience. La reprise du procès pourrait avoir lieu début septembre. Une adolescente molestée et torturée le week-end dernier par 4 de ses camarades à Metz. Les faits se sont produits dans un centre de protection de l'enfance. La victime aurait été rouée de coups par vengeance. Frédéric Michel. Roué de coups de pied, de coups de poing, de coups de bâton, marqué avec une clé chauffée à blanc, brûlé avec un briquet. La victime, âgée de 15 ans, a vécu l'enfer durant près d'une heure. Mise en examen pour acte de barbarie, les 4 tortionnaires présumés étaient également hébergés dans ce centre de protection de l'enfance. Rien à voir avec un établissement pour jeunes délinquants, d'où la stupeur de l'équipe éducative, d'autant que le mobile semble futile. Une histoire de petits copains. Denis Poisson dirige le centre. Les éducateurs ici chez moi sont d'autant plus choqués qu'ils culpabilisent un peu de n'avoir pas su protéger parce que personne n'a vu venir ce qui allait se passer. Un jour on est copains, le lendemain on se crêpe le chignon. Donc 3 jeunes filles d'un côté qui disent à l'éducateur on va faire un tour dans le parc. 2 autres jeunes filles dans un autre pavillon qui ont dit pareil à l'équipe éducative on va faire un petit tour dans le parc quelques minutes. Personne ne pouvait imaginer qu'en fait c'était une stratégie pour se retrouver à l'abri des regards et des oreilles pour tendre un piège à une des 5. Encore une fois, nous ne réunissons pas des jeunes délinquants dont on sait qu'ils ont déjà commis des actes graves, etc. C'est pas du tout ça. Et si jusqu'ici elle n'avait jamais fait parler d'elle, 3 des jeunes filles ont été placées dans des centres éducatifs fermés, alors que la 4e a été incarcérée au quartier des mineurs de la prison de Mesqueleu. Strasbourg, Frédéric Michel, Europe. Les circonstances de l'accident du Rio-Paris connues en fin de semaine prochaine, c'est en tout cas ce qu'a annoncé une porte-parole du bureau Enquête et Analyse. Le crash du vol Air France a coûté la vie à 228 personnes. C'était en juin 2009. Il y avait du football ce soir, 37e journée de Ligue 2 et la joie d'Évian Thonon-Gaillard qui jouera donc en Ligue 1 la saison prochaine grâce à sa victoire 2-1 face à Reims. Écoutez la réaction du capitaine d'Évian, Cédric Barbosa. C'est super parce que c'est un groupe qui vit bien ensemble. C'est avant tout l'aventure de quelque chose de très sympa qu'on a déjà commencé la saison dernière. On est arrivé là sur la pointe des pieds. On s'est aperçu qu'on avait le niveau pour rivaliser avec pas mal d'équipes dans ce championnat. Et puis on a su tenir la route pratiquement toute la saison puisqu'on a été pratiquement toute la saison sur le podium. Donc avec pas mal de jeunes joueurs aussi, c'est pas évident d'avoir les épaules solides pour pouvoir supporter tout ça. Mais ça montre qu'avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'envie et beaucoup d'humilité, on peut faire pas mal de belles choses. Cédric Barbosa au micro d'Hervé Bride pour Europe 1. Dans les autres matchs de la soirée, Metz s'est imposé 3-0 face à Nîmes. 3 a battu Laval 3-2. Vannes l'a emporté face au Mans 4-3. Nantes, Le Havre 2-1. Ajaccio-Istres 2-0. Châteauroux-Sedan 1-0. Et puis, match nul entre Grenoble et Clermont Foot, 2 partout. Dijon-Boulogne et Tours-Angers n'ont pas fait mieux qu'un match nul, 1 partout. On le sait, l'Euro 2016 aura lieu en France. 9 villes ont été choisies pour accueillir la compétition. Le Conseil fédéral de la Fédération française a tranché et a choisi Saint-Denis et son Stade de France, Paris, où se trouve le Parc des Princes, mais aussi Nice, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lens, Nancy et Lille, Toulouse et Saint-Étienne n'ont pas été retenus. Et on passe maintenant à la météo de votre samedi. C'est avec vous, Nathalie Riouet, du soleil, mais ça devrait se gâter dans la journée. Eh bien, il faudra bien profiter du calme matinal agrémenté d'un soleil plus ou moins vaillant ce samedi, car c'est vrai qu'en cours d'après-midi ou en soirée, l'activité électrique va reprendre sur bon nombre de régions. De Midi-Pyrénées au centre, au Massif central, et de Rhône-Alpes à la Bourgogne et à la Franche-Comté, le voile matinal épais précédera cette dégradation orageuse. Orages localement forts pouvant être accompagnés d'abondantes pluies, de grêles ou de violentes rafales de vent. Voilà pour le plus chaotique. Pour le plus calme et le plus sec, il faudra se diriger
dirigés vers le grand quart nord-ouest et la côte atlantique qui débuteront la journée sous de très larges éclaircies. Petit bémol, des brumes des côtes de la Normandie au nord et sur le sud-Aquitaine. Dans l'après-midi, un peu plus de nuages, mais le temps restera toujours très agréable. Soleil pour les côtes méditerranéennes toute la journée. Les températures demain après-midi vont encore grimper, 18 à Cherbourg, 22 degrés à Lille, 23 pour Marseille et pour Biarritz, 24 degrés à Nice et à Rennes, 26 à Perpignan, Paris et Strasbourg, 27 degrés à Lyon, 28 à Bordeaux et Toulouse et 29 degrés à Montpellier. Merci Nathalie, il est minuit 9 sur Europe 1. Très belle nuit à tous, on se retrouve à 1h. Dans un instant, vous retrouvez Caroline Dublanche, c'est la seconde partie de votre libre antenne. À tout à l'heure. Continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et tout de suite nous allons retrouver Daniel. Alors Daniel, vous reveniez sur le témoignage de Patricia qui avait rencontré un homme par internet avec qui ça avait démarré très fort, un coup de foudre réciproque, ils s'étaient vus et puis finalement la relation s'était brutalement interrompue avant même qu'il, j'allais dire qu'elle ait démarré. Si, elle avait démarré d'une certaine façon, mais en tout cas, ils n'avaient même pas fait l'amour ensemble. Cet homme lui a dit que finalement, il ne voulait pas s'engager. Et vous, Daniel, vous dites qu'il vous est un peu arrivé la même chose, si ce n'est que vous étiez à la place du monsieur. C'est vous qui avez stoppé la relation parce que l'attirance n'était plus là. Alors c'est vrai que cette femme rencontrée également par Internet était très pressée puisque au bout de 15 jours, elle voulait vous présenter toute sa famille. Et puis, bon, ça a duré un peu plus longtemps, mais au bout de 4 mois, au fond, elle débarquait chez vous un peu en territoire conquis et elle passait ses week-ends à regarder la télévision avec vous. Oui. Et ce qui est dommage, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, sans pouvoir me répéter, mais bon, c'est vrai que il y avait sûrement d'autres choses à faire ensemble, à découvrir, et puis c'est vrai parce que bon, même à la fin, je voyais, il y avait plus de conversation. Je raconte pas de bêtises, hein, Caroline. Tous les jours, j'avais le droit à un texto à 5h30 du matin, un appel à 7h moins 20. Matinal, hein? Ah ouais, c'était tous les jours. C'est comme ça. Le soir, à 9h, le coup de téléphone. T'as fait quoi de ta journée? Le matin à 7h, t'as fait quoi? Il n'y a pas d'imprévu. Il n'y a pas de surprise, je trouve. C'est routinier. Voilà, c'est ça que je voulais de... Et oui. Moi, je veux du piquant, même par rapport à mon âge, c'est bon. Il n'y a pas d'âge. Voilà, je ne sais pas quel âge vous avez, mais... J'ai 52 ans, oui. Donc... Mais oui, mais il n'y a pas d'âge. Enfin, si, dans une relation, puis même de toute façon, là, ça faisait 4 mois que vous étiez ensemble, mais justement, même dans une relation qui dure depuis des années, ce qui est important, c'est d'arriver à ce que l'autre nous surprenne toujours. Si l'autre ne nous surprend plus, c'est là où finalement ça devient triste et si on n'arrive plus à être un peu étonné par l'autre, si on a l'impression de trop le connaître. Puis en plus, elle était pas du tout dans parce que bon, moi je suis dans la musique. Moi j'ai amené des choses, je faisais voir certaines choses. Et voilà, tu vois, j'ai fait ça, je fais ça, quoi que ce soit. Et il y avait il y avait rien qui allait en plus derrière, ça suivait pas pour moi, donc je me suis dit il y a moi je lui ai dit, tu sais, je suis un ancien DJ, alors donc ça bouge, moi c'est ma vie, c'est la musique. Non mais c'est vrai, c'est la musique. Oui. Et un jour,
me téléphone, non, on s'est vu le week-end, puis elle dit, mardi, elle me téléphone, comme tous les jours. Elle me fait, oh, j'ai oublié de te dire, le week-end prochain, on pourra pas se voir. Bon, je dis, c'est pas grave si on peut pas se voir. Je dis, on se téléphone, puis bon, puis un petit peu de liberté chacun, c'est bien. Elle me dit, je vais à une fête de choucroute. Non, mais avec sa famille. Bon, je dis, c'est bien, quoi que ce soit. Et puis, quand j'avais croisé sa sœur, en fin de compte, chez elle, sa belle-sœur, je m'en rappelle, elle avait fait, vous n'êtes pas venu avec nous à la choucroute. Alors, je dis, non, je t'ai invité à un couscous, mais jamais j'aurais pu lui dire, non, elle m'a pas invité. Voilà. Voilà. Bon, et pourquoi vous ne, par exemple, ces week-ends que vous passiez devant la télévision un peu à vous morfondre, alors que vous auriez aimé aller vous balader au bord de la mer et tout ça, pourquoi vous ne lui en parliez pas de vos désirs à vous? Moi je lui disais, elle me dit, attends, je finis le film, après on va voir. Voilà, c'était ça. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Je partais sur mes instruments de musique et puis j'allais sur mon ordinateur, puis je faisais ce que j'avais à faire. Mais c'est incroyable parce qu'à ce moment-là, elle aurait pu regarder ses films chez elle. Je vois pas l'intérêt d'être avec vous si c'était... c'est simple, je lui prêtais des films. Vous voyez, le dimanche, quand elle repartait, je lui prêtais des films. Je dis, comme ça, c'est bon, ça va te faire la semaine. Le mardi, parce que vu qu'elle m'appelait tous les jours, alors je dis, il était bien comme film. Elle me dit, ça y est, j'ai tout regardé. Et alors finalement, vous avez décidé d'y mettre un terme à cette relation? Oui, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui ne convenaient pas ensemble. Donc j'ai réfléchi, j'ai attendu. Je lui ai dit que tel week-end j'étais pas là, je partais pendant une semaine, que j'allais à droite, que j'allais à gauche. Et puis vous avez eu un peu de mal à lui dire au départ. Oui. J'ai essayé de trouver. Puis un jour, j'ai parlé avec mon fils. Il m'a dit, papa, il me dit, faut y aller. J'ai dit, bon, allez, c'est ce week-end. Je la fais venir ce week-end, mais je lui ai dit qu'elle vienne. Donc, elle venait pas pour dormir à la maison. J'avais dit que le samedi, j'étais pas là. C'était pas vrai, mais bon, parce que je voyais le coup fumant. Alors, je dis, j'ai pas le droit de lui faire ça. Donc, je l'ai fait venir le dimanche. J'ai dit, je veux que tu viennes dimanche à 14h. Donc, elle est arrivée à 14h. Ça a duré 25 minutes. Je lui ai dit, voilà, on stoppe là. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai donné mes raisons. Voilà, je dis peut-être que toi, tu voyais autrement l'avenir. Elle me dit, oui, moi, je voyais autrement. Mais je dis, oui, mais moi, je voyais ça largement autrement que de passer mes week-ends devant la télé. Et puis, je voulais pas faire beaucoup de choses pour sortir et puis essayer de voir ce qu'on pouvait faire dans la vie. Puis quand maintenant je fais le bilan de ça, c'est vrai que dans un sens j'ai bien fait d'arrêter parce que elle était plus maison que moi je recherchais en fait. Oui. Et finalement elle a entendu, elle a compris. Ah oui, elle a compris. Hein. Elle m'a dit je pars. Alors donc elle m'a dit au revoir. Puis elle est montée dans sa voiture. Puis elle est partie. Elle est partie avec quelques films pour la route. Non. Mais finalement, vous avez été, vous n'avez pas esquivé. Hein, vous ne lui avez pas envoyé comme ça un mail ou un texto de rupture ou vous n'avez pas dit oh non finalement j'ai peur de m'engager ou je ne sais quoi. Vous lui avez clairement dit les raisons pour lesquelles vous souhaitiez mettre un terme à cette relation parce que cette relation telle qu'elle était ne vous convenait pas. Donc vous avez eu le courage de faire face et de dire ce qu'il en était réellement. Moi je trouve, Caroline, on ne joue pas avec l'amour. Vous aviez des personnalités qui ne se correspondaient pas, en fait. C'est tout. Oui. C'est pas la peine de... Oui. Parce qu'elle m'a dit, on aurait pu encore essayer. Mais je dis, non. Imagine, j'ai pas le droit de te mentir. J'ai pas le droit de te dire que t'es dans mes bras, je t'aime, t'es la plus belle ou quoi que ce soit. Puis une fois que t'es partie, je m'en fous complètement. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de rentrer dans ce... Il y en a peut-être qui le font, mais moi, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. On n'a pas le droit de... Parce que pour moi, l'amour, c'est pire qu'un coup de couteau. Parce qu'une déception d'amour, on sait jamais ce qu'une personne peut faire. C'est vrai. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai préféré, j'ai attendu quand même un petit peu parce qu'il fallait que dans ma tête je fasse ça bien pour qu'elle comprenne très bien, trouver les bonnes phrases quand je vais lui expliquer la chose, qu'elle comprenne bien. Ça s'est bien expliqué en 25 minutes, ça s'est fait. Elle a eu quelques petites larmes, mais moi je peux vous dire une chose, quand elle est partie, j'ai fermé la porte, j'ai fait un gâteau comme si plus rien n'était. Voilà.
Bah oui, parce que la rupture, elle était consommée déjà depuis un moment. Voilà. Et surtout, je vais bien préciser, surtout, mets-toi bien ça dans la tête, parce que bon, il y a des personnes qui pensent que des fois qu'on a une rupture, je ne pars pas pour quelqu'un d'autre. Oui. Oui, non, mais vous avez été correct avec elle et finalement, peut-être elle rencontrera un homme qui correspondra plus à sa personnalité, qui est un peu casanier. Bon, et vous rencontrerez quelqu'un qui aime davantage bouger, sortir et au fond, vous serez plus heureux l'un et... Ah, vous avez trouvé? Oui, ça y est. Bon, c'est formidable alors. Elle est un petit peu loin, mais ça, c'est pas grave. Bon, écoutez, non, parce que les distances maintenant, aujourd'hui, c'est plus tellement un problème. Il y a le TGV. Oui, avec le TGV, en plus, ça va. D'accord. Donc, comme elle est libre le week-end, ça va. Bon. Alors, j'ai des messages. Il y a Prune qui dit oui, sa routine était pesante. Elle semblait n'avoir aucune fantaisie. Il y a également Lilia qui dit c'est comme dans les contes de fées quand le charme est rompu parce qu'il y a un décalage entre notre désir et la réalité. Quelqu'un qui dit j'ai vécu ah oui, je l'avais déjà lu la même expérience. Cet homme avait parlé très tôt d'engagement. Nous n'avions pas eu de rapport physique. Je me disais que c'était une question de respect. 2 ans après, il partait avec sa maîtresse, avec qui il a réalisé tous ses fantasmes. Bon, comme quoi. Et puis Georges me dit, moi aussi, Caroline, ça commence à être routinier, mes textos. Ben oui, c'est toujours Europe 1 qui me remercie. Oui, écoutez, vous voyez, on est poli à Europe 1. Hein, on vous remercie quand vous envoyez des textos, mon cher Georges. Bon, merci beaucoup, Daniel. Alors, soyez heureux dans cette nouvelle histoire. Oh je ne peux que être heureux. Il n'y a pas de raison et vous avez fait en sorte de l'être en tout cas. Merci de votre appel. Au revoir. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Daniel nous disait qu'il avait rencontré une nouvelle compagne qui vivait un petit peu loin de lui. Je disais aujourd'hui que les distances n'étaient plus un problème. Daniel me disait effectivement qu'il y avait le TGV. Et Osiris me dit, faux Caroline, la distance tue l'amour. Pas sûr, moi je suis pas convaincue de cela. Je pense que au contraire, ça peut entretenir l'amour, le désir. Il y a les retrouvailles. Le quotidien peut aussi terriblement tuer l'amour, le désir notamment. Pas forcément l'amour, mais le désir en tout cas. Donc non, je pense que ça dépend vraiment des cas de figure. Il y a quelqu'un qui me dit, pouvez-vous expliquer d'où vient la peur de l'intimité? J'ai connu cela et je ne m'explique pas la souffrance de mon ami. C'est Léa qui me demande ça. C'est compliqué de résumer en quelques mots la peur de l'intimité, mais qui dit intimité suppose qu'on se montre un peu à nu, à tous les sens du terme, et donc on se montre vulnérable. Et on a peur de cela, c'est-à-dire de ce sentiment, au fond, d'abandon, de s'abandonner à l'autre. Ça suppose de pouvoir lâcher prise. Et il y a des personnes qui ont très peur de cela, qui veulent toujours être dans le contrôle d'eux-mêmes, de leurs émotions. Donc cette intimité amoureuse peut leur faire peur. Mais après, là, je suis dans les généralités. Pour comprendre ce qui se joue vraiment dans le cadre d'une relation, il faut se pencher sur cette relation-là et sur la problématique de la personne. Bonsoir Lily. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. De vous parler. Je sais pas trop comment... Alors vous êtes un petit peu perdu parce que vous êtes avec un homme depuis 1 mois et demi qui était très proche au départ de vous. Vous dites que c'était très très drôle, très stimulant. Enfin un homme charmant. Vous avez qui vous a très vite proposé de rencontrer ses enfants. Oui, ça dure 3 semaines après qu'on se soit rencontrés pour la première fois. Oui. Parce que moi, je l'ai trouvé hyper tôt, mais en fait, ça s'est fait un petit peu... j'ai pas eu trop le temps de me retourner, comme ça me faisait plaisir, puis comme je prenais ça pour une marque de confiance, quoi. Ça me confortait un peu dans l'idée que la relation était sérieuse et tout, donc...
Donc et ça s'est très bien passé et tout ça, mais ça m'a bien perturbée quand même. Mais de rencontrer ses enfants. Ouais. Ils ont quel âge? Alors en fait, il y a une fille d'une première union, puis une autre fille qui est la première fille de son ancienne compagne, qu'il a élevée aussi, et donc il a régulièrement les deux chez lui, quoi. Oui. Voilà, même s'il est séparé de sa compagne, d'ailleurs il a divorcé très récemment. Et en fait, Alors depuis quelque temps, vous êtes perturbée parce que vous trouvez, il y a eu le jugement de divorce qui a été prononcé il y a 10 jours. Ouais, c'est ça. Enfin, peut-être pas, oui, je sais pas exactement la date, mais et ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu plus distant. Bon, ce que je peux comprendre, hein, mais je sais pas trop comment réagir. Puis moi, par rapport à tout ça, alors quand je l'appelle, quand je me sollicite, il est là, hein, mais il a pas vraiment, enfin, il a plus d'initiative vraiment vis-à-vis de moi. Et je suis un peu perdue. Ça me met moi surtout dans des états d'angoisse que je trouve presque disproportionnés, quoi, par rapport. Alors, il y a vraiment une distance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est clair, mais il est quand même globalement là. Je peux pas dire qu'il m'évite ou quoi que ce soit, mais c'est surtout moi. Je sais pas comment ça se fait que je me mette dans des états pareils et je sais pas comment gérer. Puis alors moi, j'ai un souci, c'est que je suis quand on parlait enfin, je vous entendais parler du contrôle des émotions, là. En fait, je supporte assez mal de perdre le contrôle de mes émotions. C'est pas quelque chose. Vous êtes un peu angoissée. Ouais, j'ai des angoisses énormes parce que j'ai pas du tout d'habitude. Enfin, j'en suis au point de me dire quand je suis toute seule, la vie est plus simple, quoi. Ce qui est complètement. La quoi? J'ai pas compris. Quand je suis toute seule, finalement, en célibataire, la vie me paraît plus simple. Oui. Et pourtant, je tiens à cette relation, mais Oui, mais parce que ça vous avez peur de le perdre. C'est ça. Oui. Et puis j'ai peur de mettre les choses sur le tapis et puis qu'au final, voilà. Enfin, mais encore, j'ai pas d'éléments pour penser que ça pourrait arriver, mais. Oui, mais vous avez raison de ne pas mettre les choses sur le tapis, comme vous dites, parce que ce faisant, vous provoqueriez peut-être au fond ce que vous redoutez, et alors que il ne vous parle pas de rupture. Oh non, c'est bon, il y a eu ce jugement de divorce qui est prononcé et qui peut le déstabiliser. Même s'il il était séparé de son ex-femme, bon, entre une séparation et le fait que le jugement est prononcé officiellement, ça perturbe. Ouais. Bon, c'est quand même perturbant. Tout à fait. C'est quand même on en a parlé. Oui. Parce que moi, je trouvais que et ça coïncidait un peu à la période où j'ai vu ces filles. Et moi, en fait, j'étais perturbée par l'idée que, ben voilà, il y a un jugement, il y a un divorce, et puis voilà, puis une nouvelle femme, en fait, rentre dans sa vie. Alors, évidemment, je me mettais à sa place, que j'aurais peut-être pas dû faire, mais je trouvais que c'était, bon, voilà, on claque des doigts. Enfin, moi, ça me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression que c'était trop facile, en fait. Enfin, voilà, les gens, ils changent, et j'étais pas à l'aise, quoi. J'étais à la fois contente parce que je trouvais que c'était un témoignage d'attachement qui me faisait plaisir, et puis en même temps les choses, avoir l'impression que les choses se défont, et puis que voilà, que c'est facile, en fait. Et j'ai l'impression que lui-même, sans vouloir le dire, en fait, quand on en a parlé, je lui ai dit, mais parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il souffrait de voir avec quelle facilité voilà, en 10 minutes avec le juge, les choses se règlent. Et j'avais l'impression qu'il était un peu malheureux de ça, quoi. Même s'il n'osait pas trop m'en parler, parce que je pense qu'il voulait pas me parler de ces choses-là, quoi, puisque ça fait partie de son passé, que c'est pas la meilleure chose à me raconter à moi, mais j'étais pas. Mais il l'a évoqué quand même avec vous. Ouais, en fait, c'est un peu moi qui me dis, ouais, c'est bizarre. Enfin, je dis, moi, dans une situation pareille, c'est vrai que j'aurais. Ça me ferait de la peine de voir que les choses peuvent. Voilà, la page se tourne comme ça, puis c'est facile. Enfin,
Mais vous avez raison, la page ne se tourne pas. C'est-à-dire d'un point de vue juridique, ça se tourne, mais d'un point de vue affectif, ça ne se tourne pas comme ça, d'autant qu'il y a des enfants, d'autant qu'il y a... Et même à ce moment-là, ça peut raviver des choses. Alors, ça ne veut pas dire pour autant d'ailleurs qu'il y ait un sentiment amoureux pour son ex-femme, mais il y a ce passé, cette histoire, cet enfant qu'ils ont eu ensemble, donc il y a des souvenirs, vous voyez, ce qui ne veut pas dire qu'il est encore amoureux d'elle, pas du tout, mais c'est une histoire, ça ramène à une histoire commune, à donc alors, moi après mon souci c'est mais c'est bien, pardon de vous interrompre, mais c'est bien en même temps, je trouve bien qu'il n'en parle pas avec vous, parce que d'une certaine façon c'est aussi vous préserver, c'est-à-dire ne pas faire peser cette histoire-là qui lui appartient et qui appartient à son ex-femme sur votre couple naissant, parce que c'est très récent, hein, vous êtes ensemble depuis 1 mois et demi, donc heureusement qu'il ne fait pas peser cela. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe, vous ? Moi, en fait, je comprends, je pense, pas mal de choses. Enfin, qu'il puisse pas être dans une période facile. En plus, je pense qu'il va amorcer un changement professionnel et qu'il est pas à l'aise avec ça, qu'il a du mal à se motiver, parce que je pense qu'il est un peu envahi par plein de trucs dans tous les sens et qu'il y a trop de choses. Mais en fait, là, j'ai l'impression que il est toujours présent. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'est quand je le sollicite, quand je le relance pour des trucs. On se voit, on s'est vu hier, on a passé la nuit ensemble, c'était super, physiquement, tout va bien, depuis le début, honnêtement, de ce côté-là, c'est super, voilà. D'un côté, c'est vachement rassurant, et puis d'un autre côté, là, depuis cette fameuse période, en fait, si je le sollicite pas, si je relance pas, et surtout qu'en même temps, au début, il était hyper demandeur, moi j'étais super contente, hein, mais c'était trop. Moi je suis bien installée dans ma petite vie de célibataire. Je suis pas du tout quelqu'un qui a eu des relations longues, mais alors pas du tout. Pour moi c'est complètement mystérieux et tout. Et au début moi je trouvais c'est beaucoup. Mais en même temps j'étais contente. Et puis là je vois que c'est vraiment plus dur, quoi. Oui, mais en même temps, quand c'est vous qui l'appelez pour le voir, vous lui dites que vous avez envie de le voir, il répond présent et il est heureux. Vous passez de bons moments ensemble. Donc ça doit vous rassurer. Bah ouais, ça me rassure. Puis je pense que j'ai un problème aussi de mon côté, des trucs à régler, mais le fait que ce soit moi qui sois en demande, j'ai l'impression finalement d'aller dans une attitude qui est pas du harcèlement, c'est pas ça du tout, parce que j'en suis pas là. Mais en fait là, je pense, j'ose plus, quoi. Oui, mais c'est ça. Écoutez, il y a une grande différence entre lui proposer de le voir, lui proposer des sorties ensemble et le harceler. Il faut quand même bien la part des choses. Si cet homme se sentait harcelé, ne vous inquiétez pas, il ne répondrait pas à vos invitations comme il fait et vous passeriez pas de bons moments ensemble. Mais ce qu'il y a, c'est que au départ, c'est votre angoisse. Parce que au départ, quand vous l'avez rencontré, il était très en demande dans cette phase de séduction. Là, il traverse une période un peu compliquée, certainement liée à ce qu'il vit. Bon, et vous êtes du coup plus inquiète. Vous êtes assez, pour ne pas dire angoissée, et donc vous avez l'impression d'être dans une demande là, comme ça. Vous avez peur d'être rejetée. C'est ça. Alors qu'il ne vous rejette pas du tout. Objectivement, non. Mais vous doutez de vous. Énormément. Et du coup, ça vous fait douter de lui. Mais c'est avant tout de vous dont vous doutez. Ça prend des échos dans mes histoires passées. Je retrouve des sentiments de peur, d'abandon, de trucs énormes, quoi. Je sais pas comment gérer.
En plus, je me dis, c'est absurde, enfin, je suis dans des problèmes futiles, c'est débile. Enfin. Ah non, c'est pas futile, puisque ça réveille des angoisses, réveille des angoisses, semble-t-il, assez profondes d'abandon, alors que cet homme ne vous abandonne pas, là. Hein. Vous voyez bien que quand vous appelez, il est heureux de vous voir, même. Et vous passez des moments très agréables ensemble. Mais cela vous rassurerait que ce soit lui qui vous appelle, c'est-à-dire que ce soit lui qui soit en demande et qu'il se montre désireux, voilà. Alors que là, c'est vous qui êtes dans le désir de le voir, donc ça vous angoisse que le téléphone ne sonne pas et que ce soit vous qui soit obligé de prendre le téléphone pour l'appeler. Et en fait, ça va même au-delà de ça, je me dis. Au final, même quand j'essaye de prendre un peu de recul, je me dis, au final, cette peur de la conversation c'est vraiment ça, quoi. C'est la peur de la conversation qui va mettre fin à la relation. Oui, vous avez même. Je me dis, est-ce que finalement, j'ai peur de cette conversation-là parce que ça m'évoque des choses passées et que j'angoisse de cette conversation, ou est-ce que j'angoisse vraiment de le perdre lui, vraiment parce que c'est lui? Mais qu'est-ce que ça vous évoque de ces choses passées? J'ai peur de la conversation qui va faire que qu'au final, on va se dire, écoute, t'as une nana super, mais bon, voilà. Des ruptures passées? Ouais, c'est ça. C'est complètement ça, quoi. Qui ont eu lieu par téléphone? Non, pas forcément, mais non, enfin, j'en ai plusieurs exemples, alors. Pourquoi vous avez, selon vous, si peur comme ça de l'abandon? Je sais pas. Moi, j'ai vraiment pas eu d'histoire longue. À part, 2-3, mais si je réfléchis un peu, je me dis moi, j'ai eu l'impression que c'était très destructeur, mais en même temps, si je réfléchis. Oui, mais c'est pour ça, c'est là où je m'interroge, c'est-à-dire sur des histoires qui n'ont pas été longues, pourquoi finalement ça laisse des traces aussi fortes et pourquoi il y a des angoisses d'abandon aussi fortes et vous dites finalement très destructeur. Pourquoi? À quoi ça pourrait renvoyer de votre histoire à vous? Là, en fait, les souvenirs de rupture comme ça, c'était c'était sur des histoires un peu longues, un peu sérieuses, quoi. Mais bon, longues, ça n'a jamais dépassé 6 mois, quoi. Hein, donc tout est relatif. Hein. Mais la dernière histoire un petit peu longue, entre guillemets, qui m'a fait vraiment du mal, c'était il y a 5 ans. Bon, puis on m'a un peu larguée au motif que physiquement, je correspondais pas à son idéal. Donc déjà, ça a laissé une trace. J'ai assez mal vécu, quoi. J'ai perdu 10 kilos. C'était pas... je suis un peu ronde, mais enfin bon, c'est pas... ça m'a fait du bien, mais c'était pas normal de réagir comme ça, quoi. Donc je l'ai vraiment pas bien encaissé. Mais donc pendant quasiment 5 ans, il m'est rien arrivé, à part des petites histoires où c'est moi qui ai mis un terme, parce que voilà, c'était des histoires qui me satisfaisaient pas. Et là, je perds un peu le fil de ce que je vous raconte. Oui, mais ça va au-delà, je pense, de vos histoires amoureuses, pour qu'il y ait quelque chose d'aussi profond autour de l'abandon dans votre histoire personnelle. Ouais, mais j'ai... Non, mais si vous voulez... Pas d'histoire compliquée. Ah oui, mais vous savez, l'abandon, les angoisses d'abandon, c'est pas, ça signifie pas qu'on a vécu un abandon dans la réalité, qu'on a été abandonné au sens propre du terme. Mais des séparations tout au long de mal vécues, il y a beaucoup de choses qui peuvent renvoyer à l'abandon dans l'enfance, il y a beaucoup de choses qui apparemment ne sont pas directement liées comme ça à cela et qui peuvent être mal vécues. Et qui laissent des traces en nous et qui peuvent ressurgir. Ouais, sans avoir une histoire, comme vous dites, extrêmement compliquée. Maintenant, par rapport à cet homme, oui, mais si vous me dites non, mais enfin, regardez l'état d'angoisse dans lequel vous êtes par rapport à cette relation qui, je dis bien, objectivement, mais j'entends bien que vous avez du mal à l'entendre, Lily. De l'extérieur,
cet homme n'est pas dans... je veux dire, lui-même est dans quelque chose d'un peu peut-être un moment de sa vie où il peut avoir besoin un peu de temps pour lui, parce que vous le disiez vous-même, on passe pas non plus d'une histoire comme ça à une autre, où on peut se laisser un peu de temps, où donc il peut avoir besoin un peu de temps pour se retrouver, pour se ressourcer, mais en même temps il est très heureux quand vous l'appelez et des moments que vous passez avec lui. Mais c'est là où, si votre angoisse gagne autant de terrain, même ces moments-là risquent de ne plus être aussi heureux. Ou en tout cas, si vous prenez votre téléphone en étant autant angoissé, en se disant « il va m'annoncer qu'il me quitte », ça va pas aller. Donc peut-être qu'il faudrait que vous arriviez, vous, à parler, peut-être faire quelques séances là-dessus pour comprendre d'où viennent ces angoisses d'abandon. Alors, c'est ce que dit d'ailleurs Brigitte, qui dit méfiez-vous des cercles vicieux engendrés par l'angoisse, évitez de lui mettre trop de pression, allez plutôt vous confier à un psy. Et puis, il y a aussi un autre message qui dit appréhendez votre angoisse relative à votre estime de vous-même avec bienveillance, ayez de la tendresse pour votre personne apeurée. Brigitte qui dit... Oui, pardon ? Non, puis c'est vraiment quelque chose que je vis pas bien, quoi. Ça s'entend. C'est objectivement grave, je me dis qu'il y a une déconnexion, quoi, entre la réalité, qui est pas super rassurante sur certains aspects, mais qui n'a pas vraiment... Qui est pas angoissante non plus. Qui est pas vraiment super angoissante non plus. Non. Et moi, ma façon, j'en ai un peu parlé des angoisses, mais sans dire que c'était forcément les relations, mais que j'avais... j'ai fait des petits malaises la semaine dernière, j'étais pas bien. Je sais pas si c'est ça, je vais aller voir un médecin et tout ça, mais... Mais parce que votre angoisse prend le... mais votre angoisse prend le dessus. Et je sais pas comment faire pour... Il faudra en parler. Est-ce que je fais... il faudrait que j'en parle, que je règle mes problèmes à moi. Pardon ? Ouais, c'est ça, il faudrait que je règle mes problèmes. Non, mais vous n'entendez pas. C'est pas arrêter vos problèmes. Ouais. C'est pas arrêter. C'est vraiment vous pencher dessus, au contraire. Ouais. C'est les prendre en considération. Voyez ? Alors peut-être aller voir effectivement votre médecin si vous avez fait des malaises, parce que l'angoisse peut donner des médecins, voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis je pense vraiment aller voir un psychothérapeute et aller parler de vos angoisses, parce que à travers ce que vous vivez dans cette relation, dans les précédentes relations amoureuses, vous allez voir qu'il y a derrière ces angoisses d'abandon des choses qui sont liées à votre histoire personnelle, Lily. Et que c'est important de ne pas rester dans un tel état de mal-être comme ça. Oui, parce que c'est fou. Puis ça me pourrit la vie. J'entends bien. Alors, je vais vous lire un autre message. Brigitte qui dit, il peut aussi, cet homme, avoir en ce moment des sentiments mêlés, contradictoires, et il faut lui laisser un peu de temps. Osiris qui dit, si vous faisiez un petit peu plus confiance dans cette relation. Ouais, j'ai peur en fait. Mais vous êtes dévoré par la peur. Eh oui. Donc allez voir votre médecin traitant un peu, et puis je crois ça vaudrait la peine quand même d'aller parler de ses angoisses à un psychothérapeute. Oui. Ok, merci. Au revoir Lily. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Suzy. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, j'ai l'habitude de vous écouter très régulièrement. Merci. Et ce qui m'a poussé à vous appeler ce soir, c'est que j'ai un souci avec mon mari. Oui. Parce que il se trouve qu'il a une décision importante à prendre et qu'il n'arrête pas de changer d'avis et que je le sens perdu et que je ne le reconnais pas. Une décision concernant quel domaine ? Au point de vue travail, disons. Oui.
parce que normalement il doit travailler jusqu'à 62 ans, vu les nouvelles décisions. Oui. Et en fait, il a mis son affaire en vente. Et il aurait un acheteur, mais c'est quelqu'un de la famille. Et il se trouve que, bon, ils avaient, disons que normalement il y avait des promesses qui avaient été faites. Et il y a eu une discussion aujourd'hui et il s'avère, et ça l'a beaucoup perturbé, et puis je vois je le reconnais pas parce qu'il est perdu, quoi, en fait. Oui. Et moi, ça m'angoisse d'autant plus parce que moi, je l'avais mise en garde. Je l'avais mise en garde, mais bon. Et donc, c'est assez compliqué à expliquer, donc j'essaie de... Pourquoi ? Parce que vous ne sentiez pas cette personne de la famille ? Enfin, vous trouviez que c'était pas une bonne chose que ça soit... Disons que ils étaient associés. Il est parti à la retraite, lui, avant lui, parce qu'il avait une carrière plus longue. Et de ce fait, mon mari, il a toujours la gérance. Donc, s'il veut, il peut continuer. Je sens bien que d'un côté, il aimerait continuer à tenir son affaire. Mais de notre côté, on lui a mis la pression. Qui ont ? Son associé. Il a mis la pression et il voudrait que ça soit vendu à son fils très vite. Et c'est très injuste vis-à-vis de mon mari d'ailleurs. Et en plus, il devait le garder jusqu'à ce qu'il arrive pour avoir ses points. Donc tout ça l'a perturbé hautement. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il aurait dû avoir beaucoup plus de, si vous voulez, beaucoup plus de... Il a beaucoup d'arguments vis-à-vis de cette personne, parce que c'est toujours lui qui a eu la gérance de l'affaire, etc. Il aurait dû lui répondre, il aurait eu des arguments, mais je sens je le sens très, très perdu, et ça m'inquiète hautement. Alors là, je lui ai dit, bon, on va pas passer notre temps parce que ça nous pourrit la vie, quoi. Je lui ai dit, on va pas passer notre temps à parler de ça. Il y a une décision à prendre. Moi, je lui ai dit, bon, tu prends conseil auprès d'un avocat. Je sais pas. Oui, il devrait quand même se renseigner auprès de personnes extérieures, justement. Qui pourrait avoir un avis extérieur et ne pas se soumettre à la pression de son associé, parce que son associé, évidemment, semble-t-il, a intérêt, il voudrait que ce soit son fils qui reprenne l'affaire, mais après tout, il n'y a pas le feu au lac, là. Il n'est pas obligé non plus de prendre une décision dans l'immédiat. Il peut consulter un avocat spécialisé en droit des affaires, en droit des sociétés, et demander ce qu'il en est. Il a une décision à prendre, mais il fait la valse hésitation. Alors un coup il me dit bon tant pis je vends. Oui, mais parce qu'il ne sait pas où il en est, donc autant voir avec des éléments concrets. Mais ce qui m'inquiète, mais c'est lui personnellement qui je le reconnais pas là. Oui, mais parce qu'il est anxieux, et parce que jusque-là votre mari était un homme d'action et qui savait trancher. Oui, exactement. Bon. Peut-être parce qu'il n'a pas envie. Vous dites au fond. Vous sentez, votre intuition, c'est quoi ? C'est qu'il aimerait continuer à travailler, ou la perspective vous dites c'est son entreprise aussi. Oui. Donc pourquoi, au fond, cette entreprise, il l'a créée, donc pourquoi il voudrait arrêter ? Oui, mais il y a un problème, c'est que
l'exercice précédent, depuis qu'on a, on a éliminé une partie de l'affaire, on a été obligé de vendre une affaire de fioul. L'exercice précédent n'était pas bon, n'était pas favorable. Pas bon, voilà, c'est pour ça. Donc, on lui met la pression de ce côté-là, et c'est pour ça, voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de son plein gré, quoi. C'est parce que aussi ça tourne pas très bon, très. Les affaires sont pas très bonnes. Oui, comme la plupart des gens. Oui, en ce moment. Dans une mauvaise période, oui, voilà, exactement, oui. Mais il peut peut-être se renseigner auprès d'un avocat, auprès de la chambre de commerce. Oui, mais bon, c'est pas tellement ça. C'est l'attitude. Si vous voulez, l'attitude qui est très très malsaine, je trouve. Parce que en fait, en plus, le vendeur c'est le fils et c'est le père, en fait, qui mène le débat. Ce n'est pas bon non plus. Oui, mais il sera d'autant plus à même de trouver des arguments et de pouvoir prendre une décision et sa décision si en face il a des arguments précis. Or actuellement, il ne sait pas où il va, semble-t-il. Donc, il faut qu'il puisse avoir des personnes compétentes en face de lui. Moi, je ne suis pas compétente en la matière. Non, je comprends très bien. Qui pourront lui dire, alors qui consulte votre suggestion est très bonne, Suzy, qu'il aille voir un avocat spécialisé en droit des affaires, qu'il étudie le dossier et qu'il lui dise voilà ce qu'il est possible de faire, et que son associé, qui est peut-être effectivement lui, il voit son intérêt avant tout, bien sûr, et de dire vis-à-vis de son associé, ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas, ou ça m'intéresse, mais sous telles conditions. Et à ce moment-là, si votre mari ne se sent pas actuellement psychologiquement prêt ou quoi, ça peut se gérer en tant qu'avocat. À ce moment-là, non, mais moi, ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est pas tellement le fait, parce qu'on sait très bien. C'est pas ça, c'est que je le vois. D'ailleurs, il ne me dit plus non. Moi, je le vois déprimé là. C'est ce qui m'inquiète hautement. Et moi, même n'étant pas en bonne santé et j'ai beaucoup maigri, tout ça, je ne mange plus. Donc, il faut que cette histoire se règle au plus vite. Mais il peut pas la régler s'il est déprimé, hein. Eh ben voilà. Mais je lui ai dit, moi, va parler à quelqu'un s'il faut. Exactement. Quoi, moi, je exactement? m'en aperçois bien que je vais pas bien, que je suis très fatiguée, tout ça. C'est lui qui vous dit ça? Non, c'est moi qui le... Non, mais est-ce que lui reconnaît qu'il ne va pas bien? Il commence un peu là, oui, parce que j'ai des discussions usantes, mais à force là, oui. Oui. Des réponses qu'il m'a faites ce soir, c'est ce qui m'a déterminé à vous appeler. C'est important parce qu'à ce moment-là, si c'est le cas, effectivement, il pourrait voir... Je ne le reconnais pas vraiment. Non, mais il pourrait déjà voir à ce moment-là, peut-être déjà avec son médecin généraliste. Parce que sinon, évidemment, le mieux placé, c'est quand même un psychiatre, hein, parce que je trouve souvent, même un psychiatre pourrait après un peu pas le conseiller sur le plan de l'entreprise, ça c'est pas son domaine. Non, mais pour voir même dans les traitements qui sont prescrits, moi je trouve que ce sont eux les mieux placés, parce que après les généralistes, parfois ils renouvellent les ordonnances, ils sont pas toujours au courant des derniers traitements qui sont sortis en matière d'antidépresseurs. Si ça serait mieux qu'ils voient d'emblée un psychiatre, mais le médecin généraliste peut être quand même si votre mari n'est pas prêt à faire cette démarche, un interlocuteur important dans un premier temps. Et déjà, il peut retrouver un peu d'énergie pour faire face à cette situation. Ça lui permettrait après de prendre conseil, d'ailleurs dans le même temps, avec un avocat.
Parce que tout ça, évidemment, lui crée du conseil. C'est très facile, de toute façon. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je sens en lui quelque chose de... Mais de toute façon, il ne fera pas la démarche d'aller voir un psychiatre. Hein, eh bien, votre médecin de famille. Pouf. Ah ben oui, mais écoutez, à ce moment-là... de dire que s'il se sent pas bien, il peut quand même demander une aide, un petit traitement. Vous pouvez dire à ce moment-là un petit... Encore faut-il le reconnaître. Vous me dites qu'il commence quand même à reconnaître qu'il n'est pas bien. Donc vous pouvez dire quand même que... C'est à force de discuter, mais c'est moi qui dire que ça peut... vous pouvez dire que le médecin de famille peut lui donner quelque chose qui peut l'aider un peu à se sentir mieux. Lui donner un petit remontant, comme on dit. Et puis le médecin verra avec lui. Dire, actuellement tu es soucieux, tu ne dors pas bien, ça serait peut-être bien quand même que tu fasses un peu le point avec le médecin. Voilà, vous ne parlez pas d'antidépresseurs, mais vous dites juste avec le médecin. Oui, mais il faut quand même voir au moins quand même avec le médecin. Hein. C'est auprès du médecin que vous pourrez voir ce qu'il en est pour aider votre mari. Bon courage, Suzy. Au revoir.